Ça. Bonjour. Bon, alors vous avez peut-être vu sur le programme qu'il y avait une personne, mais en fait j'ai invité Johan également, puisqu'on travaille tous les deux chez Elastic, et Johan est plus pertinent que moi même sur le sujet performance, puisque c'est son travail de tous les jours. Moi, c'est juste de temps en temps. Donc, comme vous avez pu le voir, le sujet c'est sur les performances. L'idée ici, c'est d'illustrer et de mettre en avant un blog post qu'a fait Brendan Gregg il y a quelques années sur les performances, avec un certain nombre de commandes à faire un petit peu dans l'ordre pour comment lui il fait, quelle est sa méthode pour pouvoir avoir une bonne idée des performances d'un serveur en à peu près une minute. Bon, c'est une minute de Brendan Gregg, donc peut-être que pour nous ça va être un petit peu plus. Donc, oui, je me suis pas présenté, mais pas présenté. Voilà, donc, moi, je travaille dans le consulting chez Elastic depuis 4 ans et demi maintenant, et Johan dans l'équipe SRE. Voilà, tout à fait. Donc moi, je m'appelle Johan Dubreuil, je suis dans l'équipe Cloud SRE, donc on gère toute l'infrastructure cloud de Elastic. Et je m'occupe souvent de problèmes de performance globaux sur le cloud. Voilà. Quand Johan appuie sur un bouton, quelquefois ça concerne quelques milliers de machines. Même un peu plus. Ok, donc ça c'est un résumé. Donc je ne vais pas forcément y aller plus vite, plus rapidement. C'est le résumé directement de toutes les commandes qu'on va passer en revue. La première, c'est Uptime. Uptime, en fait, c'est une commande ultra simple qui va répondre très rapidement. L'avantage, c'est que vous allez avoir une idée très rapide, entre guillemets, à travers le load average. Vous voyez que vous avez 3 chiffres ici pour le load average. Donc, il y a le load pour 1 minute, 5 minutes et 15 minutes. Donc, ça vous donne une idée de savoir est-ce que vous arrivez après la tempête ou est-ce que la tempête fait que démarrer parce qu'en gros, vous allez avoir la charge serveur au niveau CPU à travers le nombre de tâches concurrentes, enfin en tout cas une idée de la charge CPU. Ouais. Donc là, il y a deux choses qu'il faut pas faire. Faut faire attention. Le load average, en fait, c'est une métrique qui est bien regardée comme ça vite fait pour démarrer. Ça donne une petite idée, mais il y a en fait, ça donne le nombre de tâches qui sont dans la running queue, on va dire. Et les commandes qui suivent permettent d'aller plus loin sur le sujet. Parce que vous pouvez très bien avoir un load average qui est important sans forcément avoir CPU. Exactement. Vous pouvez encore en avoir sous la pédale, j'allais dire. Ok. L'autre commande très rapide, c'est juste d'aller voir est-ce qu'il n'y a pas des erreurs dans le système. En fait. Est-ce qu'il n'y a pas d'un OOM killer quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas des drops de la TCP? C'est un exemple tiré du blog post. Ouais, donc là c'est important, enfin c'est que les messages noyaux là, d'image, donc ça c'est vraiment le truc, faut aller voir vite fait. Ça donne une idée de savoir si le système lui se comporte correctement ou s'il y a un truc un peu plus bas niveau qui se passe, un disque qui est cassé, donc des timeouts sur des requêtes disques qui font que le reste du système déconne. Donc l'idée de ces commandes, c'est vraiment de faire un entonnoir en fait, de commencer par des choses très générales et ensuite d'aller un petit peu dans les détails. L'autre commande ici, c'est pour avoir maintenant, ça va être un petit peu plus précis. Donc là, typiquement, on parlait de run queue. Donc là, c'est la première colonne, c'est le R. Ça va vous donner effectivement combien est-ce que j'ai de tâches qui sont dans la queue CPU, entre guillemets. Et vous allez avoir aussi pas mal d'autres informations, plus ou moins faciles à lire, parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de chiffres. Donc, quelquefois, c'est pas du spécialement human-friendly. C'est pour ça que pour le free, il y a d'autres commandes qu'on va voir après. Et puis, vous avez aussi en partie droite, tout ce qui est CPU, qui peut être également intéressant. Le swap, éventuellement, ça peut te donner une idée. Si ça bouge beaucoup, ça peut être une indication que quelque chose se passe dans la machine. Sur la run queue, il y a un truc important, ça ne veut pas dire que les process ils sont sur le CPU. Ça peut être soit sur le CPU, soit en bloqué en I/O. Donc si on a des applications qui sont, on va dire, écrites historiquement avec des I/O bloquantes, ils peuvent être dans la run queue, et donc on va avoir un load qui monte sans avoir de CPU consommé. Il faut faire attention à ça. Voilà. Un de mes challenges aussi dans cette présentation d'avoir invité Johan, c'est que faut que je le calme, faut que je lui dise pas trop de détails, sinon on va pas tenir dans les 15 minutes. Johan est une source inépuisable en termes de performance. L'autre commande qui est intéressante, c'est que là vous allez avoir, comme un petit peu sur VMstat, l'intérêt ici aussi, c'est que vous allez avoir toutes les secondes un résultat. Donc ça veut dire que s'il y a des patterns, vous allez pouvoir les observer. Typiquement, si vous utilisez une commande top, oui, visuellement vous voyez qu'il y a des valeurs qui changent, mais vous n'allez pas avoir une vue historique. C'est juste une valeur instantanée. Donc ce type de commande, comme pour le MPstat,
ça peut être intéressant parce que vous avez un historique et c'est quand vous avez un problème de performance sur un serveur, ça peut être intéressant pour essayer d'observer des patterns. Voilà, quand on est en train de, par exemple, dans un incident, un truc qu'on comprend pas trop, on colle l'historique dans le Slack, ça permet de discuter avec les autres et on a un peu la liste de ce qui se passe. Voilà, donc ici, ce qui est important sur ces occupations CPU, alors là, on peut commencer à rentrer un petit peu dans le kernel Linux avec tout ce qui est CPU utilisateur, CPU système, IO weight. Je laisse d'autres détails. C'est, on va dire, les trois plus importantes en première approche. L'utilisateur, c'est vraiment ce que votre application va faire, votre code, entre guillemets. Et le système, c'est ce que vous allez demander à Linux de faire. Donc, votre application va faire des system calls sur le Linux. Et tout ce que le Linux va faire à travers ces system calls, ça va être dans le pourcent CPU, dans le pourcent système que vous allez retrouver cette occupation CPU. IO weight, à prendre avec des pincettes. Ça, on va dire, ça peut être un signe. Pas trop. On va dire c'est un indicateur que vous avez peut-être des latences sur vos disques et donc ou réseau, mais en tout cas sur les I/O et que le CPU a fait quelque chose, il est en train d'attendre. Généralement c'est le disque et il est en train d'attendre que le disque réponde et votre graph-red ou votre contrôleur disque ou je sais pas quoi et derrière ça veut dire que c'est pas vrai, votre CPU, il n'est pas vraiment occupé quelque part. Là, en fait, le process, il s'exécute pas, il attend juste. Là, il y a un truc qui est gênant avec cette métrique-là, c'est que si on a un autre process qui bouffe le CPU, si on a un process bloqué dans la run queue sur un IO8, en fait, on va pas le voir dans la colonne IO8 si le CPU a autre chose à faire. Donc, si on a, par exemple, aucun CPU utilisé et qu'on a des tâches bloquées sur les I/O, donc là ça va bien être mis en surface avec IO8, mais pas si on a déjà du CPU très utilisé. Donc là, dans la capture d'écran qui est là, par exemple, on ne pourra jamais avoir d'IO8 parce que les CPU sont tous à fond en fait. Exact. D'où les pincettes dont je parlais tout à l'heure. Attention. Ok. Ici, on va avoir une autre commande qui est intéressante dans le sens où c'est quasiment l'équivalent d'un top, mais historisé en fait. C'est par process où vous allez avoir les résultats d'occupation CPU. Donc ça peut être intéressant parce que vous pouvez suivre, c'est un petit peu comme si c'était un top historisé que vous allez pouvoir récupérer. J'ai pas mis le lien, mais vous pouvez me le demander après. C'est le lien, et vous cherchez le titre en anglais que j'ai mis, et vous allez tomber directement sur l'ensemble de ces commandes sur le talk sur le blog post de Brendan Gregg, que j'ai peut-être pas présenté, mais qui est en fait un gourou de la perf, historiquement chez Netflix et maintenant depuis quelques mois chez Intel, et qui a écrit plusieurs bouquins sur le sujet que je vous recommande d'ailleurs. Je dirais historiquement chez Sun Microsystems, oui, en fait. C'est lui qui a développé, qui a participé au développement de D-Trace. Ouais. Et qui a fait tout un tas d'outillages sur IBPF par la suite. Exactement. Il est gros contributeur à IBPF. Et un autre slide où il va falloir que je calme Johan aussi, c'est les IO-stats. Parce qu'effectivement, chez Elastic, les accès disques, c'est quelque chose de primordial. Là, j'en ai mis une perso en bas parce que c'était assez intéressant, une capture que j'ai pu faire dans un de projets sur lequel je travaillais. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir, avec IO-stat et cette commande particulière, des informations spécifiques sur les débits d'écriture, les débits de lecture et surtout l'occupation disque. Est-ce que vous êtes en attente? Est-ce que, typiquement, si vous voyez qu'il y a des choses dans l'IO-weight quelque part, faites un IO-stat derrière et ça va vous expliquer éventuellement qu'est-ce qui se passe derrière au niveau des disques. Donc là, typiquement, tout ce qui commence par un R, c'est le read, le W, c'est un write. Là, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le nombre d'opérations en queue. Donc vous avez un endroit où vous avez QU par exemple, c'est la queue, ça veut dire que c'est le nombre d'opérations, queue size. Typiquement, si vous avez des choses qui commencent à augmenter dans la queue size et qui ne sont pas en dessous de 1 ou 2, c'est que vous êtes en train de queuer des accès disques, là vous générez de la latence et en général ça se traduit par ce qu'on va voir à côté. C'est pour ça que vous regardez la capture d'écran ici. Typiquement là j'étais sur un bench d'écriture, enfin c'était pas un bench, c'était l'écriture dans Elasticsearch qui était assez importante, mais pas forcément tant que ça. Et on était... ah oui, on en a la souris. Et donc, vous voyez ici, par exemple, qu'on a un débit qui n'est pas extraordinaire. Il y a 150 mégas par seconde.
Et par contre, on a un temps d'écriture, c'est un temps d'écriture en fait, c'est là que va intervenir Johan pour tous les détails, mais en fait le wait à cet endroit-là, ça veut dire c'est le temps de queue plus le temps d'écriture. Donc ça veut dire qu'en gros, votre application, elle a attendu 430 millisecondes, c'est juste énorme pour faire ce genre de choses. C'est vrai, c'est toutes les requêtes. En fait, le truc qui est un peu gênant avec c'est gênant, il faut bien avoir en tête le fait que ce qui est compté dans ces métriques-là, c'est le temps en attente de faire exécuter l'opération par le matériel et le temps d'exécution de l'opération du matériel. Quand on a des gros disques avec énormément de queues pour faire des écritures en parallèle et tout, on peut avoir du temps un peu long parce qu'il y a beaucoup d'opérations qui s'exécutent en même temps. Ça ne veut pas dire que le disque il va être lent en fait au final. Donc il faut vraiment, pour pouvoir bien comprendre ce que dit IOStat, il faut être bien conscient de ce qu'il y a en dessous en fait. C'est ça que juste je vais m'arrêter là. Il faut savoir quel est le type de matériel qu'il y a parce que les métriques on va pas forcément les lire de la même façon en fonction du type de disque qu'on a dessous. Donc là l'exemple que tu avais c'était un disque en SATA qui même si c'est un SSD il avait du coup une interface SATA donc avec assez peu de queues en parallèle etc. Donc si on a un gros wait, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va avoir de la latence dans l'application, mais c'est pas toujours le cas en fait. Il faut vraiment mettre en regard le type de matériel qu'il y a avec les données qui sont remontées. C'est pas du tout un truc absolu en fait. C'est ça que juste ça que je veux dire. Typiquement, si vous prenez du NVMe à la place du SATA sur des disques SSD, vous allez pouvoir augmenter une concurrence, mais de folie, à côté d'une interface comme ça. L'interface NVMe, 64 000 queues, donc on peut mettre 2-3 opérations en parallèle. Alors que là, vous voyez que finalement, même si c'est un disque SSD derrière, 150 mégas pour un disque SSD, c'est que dalle. Mais là, il y a clairement un problème au niveau d'interface. Ok, ensuite, des commandes un petit peu plus basiques, on va moins s'y étendre, juste que ça peut vous donner ici une idée de l'utilisation du cache, du système de page cache, et de file system cache. Oui, il nous reste plus que 2 minutes, donc il faut qu'on avance. En fait, c'est pas parce que vous avez dans votre système plus de mémoire que ce que a besoin votre application que cette mémoire ne va pas être utilisée. Donc typiquement, pour des nœuds Elasticsearch, par exemple, nous on a une recommandation qui fait que les nœuds data on va dire, il faut 2 fois plus de mémoire sur votre système que la mémoire qui est utilisée pour la heap du nœud Elasticsearch. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Elasticsearch, il va lire des choses il va lire des fichiers sur le disque et avec le système de page in, page out, en fait, de page cache, en fait, il va monter et il va faire un système d'adressage de mémoire virtuelle qui va être monté en mémoire et ça va être dans le file system cache, en fait, ça va être monté en mémoire. Donc la mémoire que vous avez en plus va être utilisée directement par l'OS et ça va vous permettre d'accélérer énormément les accès. En fait, un bon serveur qui marche normalement, free, ça doit être à 0. Enfin, 2-3% maximum. Ça, c'est un truc important, on peut se faire avoir. Cached, je sais pas utiliser un Mac. Cached, ça peut être très haut. Le système, il va faire le ménage dans le page cache pour redonner aux applis après. Voilà, les applis, si elles en ont besoin, cette mémoire-là peut être libérée très rapidement, en fait. On finit sur ça. Et puis... Ouais. Donc ensuite, là, c'est plus sur les aspects réseau. Donc là, c'est une commande qui va vous permettre d'avoir notamment les aspects, le débit de vos interfaces. Donc bon, c'est pas si fréquent que ça que vous alliez au maximum de ce que peut faire votre interface réseau, mais ça peut déjà être une certaine mesure. Je passe aussi rapidement. Après, vas-y. Je passe sur l'autre qui est aussi sur le réseau, où là, vous allez pouvoir... Ce qui est intéressant, c'est plutôt actif, passif et retrans. Retrans, c'est des retransmissions TCP, c'est pas forcément génial si vous avez ça. Problème de qualité réseau, on va dire. Actif, c'est le nombre de connexions que vous mettez, que vous faites chaque seconde, de nouvelles connexions. Et passif, c'est le nombre de connexions live, j'allais dire, qui sont toujours là. SAR, c'est une commande qui est très intéressante. Il y a plein d'infos détaillées du système. Je crois que ça veut dire système archiver. Oui. Je sais plus. Et du coup, il y a plein d'autres options. On peut avoir le paging et trucs comme ça. Quand on arrive sur un serveur, on ne sait pas trop ce qui se passe. Faire 4-5 commandes SAR pour avoir une petite idée de ce qui s'est passé dans la journée passée, en fait. Et il faut l'activer, l'enregistrement. Ouais, je crois que c'est et donc, on finit sur le top, qui là vous fait juste le résumé, mais qui peut être intéressant pour compléter un petit peu ce que vous avez fait, mais toutes les commandes auparavant vous auront déjà donné la majeure partie des informations que vous avez ici. Voilà, les 15 minutes sont écoulées. Ouais, ça a été très rapide. Pas facile de résumer toutes ces commandes
Alors, en aussi peu de temps, mais si vous avez quelques questions... vous pouvez venir en bas à ce moment-là, on arrête. Voilà.